Bruit de fond léger, comme des pages que l'on tourne ou un vieux stylo qui gratte. Salut les amis, les curieux, les passionnés d'histoires grandes et petites, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer les recoins fascinants de notre passé. Aujourd'hui, on va remonter le temps très loin, pour une aventure qui a littéralement changé la face du monde, une histoire tellement fondatrice que sans elle, vous ne seriez pas en train d'écouter ma voix, et moi, je ne pourrais pas vous la raconter. Imaginez un monde sans lettres. Un monde où les mots s'envolent sitôt prononcés, où les pensées les plus profondes, les découvertes les plus grandioses, ne peuvent se transmettre qu'à voix haute, de bouche à oreille, au risque de se déformer, de se perdre à jamais. Un monde sans livres, sans archives, sans cette incroyable capacité à figer la parole sur un support, à la faire voyager à travers l'espace et le temps. Difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, pendant l'immense majorité de son existence, l'humanité a vécu précisément ainsi. C'était le règne de l'oralité, de la mémoire collective. Mais un jour, il y a de cela quelques millénaires, une étincelle s'est allumée. Une idée si simple, si révolutionnaire, qu'elle a ouvert les portes d'une nouvelle ère, l'invention de l'écriture. Mais attention, pas n'importe quelle écriture. Pas les hiéroglyphes majestueux des Égyptiens, ni les cunéiformes complexes de Mésopotamie. Non, aujourd'hui, on va parler de la plus grande révolution dans l'histoire de l'écriture, l'invention de l'alphabet. Ces quelques signes qui, combinés, peuvent tout dire, tout exprimer, et qui sont devenus le socle de presque toutes les écritures du monde. Accrochez-vous, car c'est une épopée digne des plus grands romans. Avant de plonger dans l'alphabet, mettons un peu de contexte. L'écriture n'est pas apparue par magie. Elle est née d'un besoin. Vers 3500 avant notre ère, en Mésopotamie, ce sont les marchands, les administrateurs des cités-États sumériennes, qui ont commencé à graver des petits dessins sur des tablettes d'argile. Pourquoi faire? Pour compter des moutons, des jarres de bière, des sacs de céréales. Pour garder trace des transactions, des impôts. Une histoire très prosaïque, finalement, pour une invention aussi poétique. Ces premiers signes, c'étaient des pictogrammes. Un dessin de tête de bœuf signifiait « bœuf », un épi de blé, céréales. Simple, mais vite limité. Comment exprimer des idées abstraites? Grand, petit, rapide. Alors, le système s'est complexifié. Le dessin du bœuf a pu signifier non seulement le bœuf, mais aussi le son « gu » pour « gud », bœuf en sumérien. On est passé du dessin à l'idée, puis du dessin au son. C'est l'écriture cunéiforme, ces fameux clous imprimés dans l'argile, qui a dominé le Proche-Orient pendant des millénaires. De l'autre côté, en Égypte, presque au même moment, une autre forme d'écriture voyait le jour, les hiéroglyphes. Des images magnifiques, des oiseaux, des serpents, des formes humaines, des symboles. Une écriture à la fois pictographique, idéographique et phonétique. Superbe, mystérieuse, fascinante, et intimement liée au sacré, aux dieux, aux pharaons. Ces deux systèmes, le cunéiforme et les hiéroglyphes, étaient des chefs-d'œuvre d'ingéniosité, mais ils avaient un énorme inconvénient, ils étaient incroyablement complexes. Pour les maîtriser, il fallait des années d'apprentissage intensif. Des centaines, voire des milliers de signes à mémoriser. Résultat, l'écriture était l'apanage d'une élite, les scribes. Un club très fermé, très puissant, qui détenait la clé du savoir, de l'administration, du commerce, et même de la religion. Les rois et les empereurs eux-mêmes ne savaient pas toujours écrire, ils avaient leurs scribes attitrés. C'était un peu comme avoir des super-pouvoirs, un accès exclusif à la matrice. Et c'est là que notre histoire prend un virage inattendu, une rencontre improbable, qui va tout changer. Imaginez, vers le 19e ou le 18e siècle avant notre ère, dans les déserts brûlants de la péninsule du Sinaï. On y trouve des mines de turquoise et de cuivre, exploitées par les Égyptiens. Mais qui travaille dans ces mines? Pas seulement des Égyptiens de haut rang. Non, ce sont des ouvriers étrangers, des esclaves, des migrants, des populations sémitiques venues du Levant, de la région que nous appelons aujourd'hui Israël, la Palestine, le Liban. Ces gens parlaient des langues différentes, mais vivaient et travaillaient aux côtés des Égyptiens. Ils voyaient leurs signes, ces hiéroglyphes magnifiques et incompréhensibles. Ces travailleurs sémitiques n'avaient pas le temps, ni l'éducation, pour apprendre les centaines de signes des hiéroglyphes égyptiens. Mais ils avaient un besoin simple et pratique. Laisser des marques, des graffitis, des prières aux dieux locaux, peut-être des messages entre eux. Ils étaient analphabètes au sens égyptien du terme, mais pas stupides. Et c'est là que la magie opère. Quelqu'un, on ne sait pas qui, a eu une idée de génie. Plutôt que d'essayer de dessiner des concepts complexes ou des mots entiers, il a simplement
Pourquoi ne pas s'inspirer des hiéroglyphes égyptiens pour représenter des sons? Non pas le son d'un mot entier, mais le son initial d'un mot simple dans leur propre langue. Prenons un exemple concret. En égyptien, il y avait un hiéroglyphe pour tête de bœuf. En sémitique, le mot pour bœuf était aleph. Et le son de départ de aleph, c'est le son A. Alors, ces ouvriers ont pris le dessin de la tête de bœuf et l'ont utilisé pour représenter non pas le bœuf, mais le son A. Même chose pour la maison. En égyptien, il y avait un hiéroglyphe pour maison. En sémitique, le mot pour maison était bes. Le son de départ de bes, c'est le son B. Alors, le dessin stylisé d'une maison est devenu le son B. Vous voyez où on veut en venir? C'est le principe de l'acrophonie, utiliser le premier son d'un mot simple pour représenter ce son. Un signe pour un son. Une révolution. Au lieu de centaines ou de milliers de signes, on n'avait plus besoin que d'une petite vingtaine de symboles. Ces signes, simplifiés, rudimentaires, étaient facilement reconnaissables et surtout, facilement appris. C'est ce qu'on appelle l'écriture proto-sinaïtique ou proto-cananéenne. Les plus anciennes traces ont été découvertes dans les mines de turquoise de Sarabi al-Qadim, dans le Sinaï, gravées à la hâte sur la roche. Des graffitis d'ouvriers, la naissance de l'alphabet. C'est à la fois humble et grandiose. L'écriture n'était plus réservée aux scribes érudits, mais devenait potentiellement accessible à tous. De ces gribouillis du Sinaï, l'idée a voyagé. Les marchands, les nomades, les guerriers du Proche-Orient ancien ont vu l'utilité d'un tel système. Il était simple, adaptable. Et il a trouvé son terreau le plus fertile chez un peuple de marins et de commerçants, les Phéniciens. Les Phéniciens, originaires de l'actuel Liban, étaient des navigateurs hors pair, des bâtisseurs d'empires commerciaux. Ils sillonnaient la Méditerranée, fondant des comptoirs de la Syrie à l'Espagne. Pour leurs transactions, pour tenir leurs comptes, pour leurs échanges, ils avaient besoin d'un système d'écriture efficace, rapide et universel. Ils ont adopté l'idée des signes-sons et l'ont perfectionné. Vers 1200 avant notre ère, l'alphabet phénicien était né. C'était un système de 22 signes, et chaque signe représentait un son consonantique. Uniquement des consonnes. Imaginez un message sans voyelles. SLTCMNT-chivé? On devine le sens grâce au contexte. Pour les langues sémitiques, où les racines des mots sont souvent basées sur des groupes de consonnes, c'était tout à fait fonctionnel. KTB peut signifier écrire, scribe, livre, en arabe, la voyelle précisant le sens. C'est simple, élégant, minimaliste. L'alphabet phénicien a été un succès retentissant. Il a voyagé sur toutes les galères, dans toutes les cargaisons de pourpre et de cèdre. De l'Égypte à la Grèce, en passant par la Mésopotamie et au-delà, cet alphabet simple, pratique, s'est imposé comme l'outil d'écriture par excellence du commerce international de l'époque. C'était le lingua franca de l'écrit, bien avant le latin ou l'anglais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il manquait encore une pièce maîtresse pour que l'alphabet devienne l'outil universel que nous connaissons. Et cette pièce, ce sont les Grecs qui vont l'ajouter. Vers le 9e ou le 8e siècle avant notre ère, les Grecs, à leur tour, ont rencontré les Phéniciens. Ils ont vu ce système ingénieux et ont tout de suite compris son potentiel. Mais la langue grecque, avec ses nombreuses voyelles et sa structure différente des langues sémitiques, avait besoin de plus de précision. Écrire sans voyelles, pour eux, c'était un peu comme chanter sans mélodie. Alors, les Grecs, avec leur génie propre, ont eu une idée brillante. Ils ont pris les signes consonantiques phéniciens qui ne représentaient pas de son existant dans leur propre langue et ils les ont réaffectés. Ils en ont fait des voyelles. Par exemple, le son aleph des Phéniciens, la tête de bœuf, n'avait pas d'équivalent consonantique en grec. Ils l'ont donc transformé en alpha, notre A, le son de la voyelle ouverte. Le E phénicien, un son glottal, est devenu epsilon, notre E. Et ainsi de suite. Ils ont créé l'oméga, l'omicron, l'iota. Ils ont inventé les voyelles. Et c'est là que l'alphabet est devenu un système complet, d'une précision inégalée. Avec des voyelles, on pouvait tout écrire, tout prononcer, sans ambiguïté. La poésie, la philosophie, la science, le théâtre. Toutes les nuances de la pensée pouvaient désormais être couchées sur papier, ou plutôt sur papyrus et parchemin. L'alphabet grec, avec ses voyelles, a permis l'éclosion de la civilisation grecque telle que nous la connaissons, fondement de la pensée occidentale. De la Grèce, l'alphabet a voyagé un peu plus à l'ouest, de l'autre côté de la mer Adriatique, vers la péninsule italienne. Les Étrusques, un peuple mystérieux qui occupait le centre de l'Italie avant l'essor de Rome,
ont adopté et adapté l'alphabet grec. Ils l'ont transformé pour l'adapter à leur propre langue. Et puis, sont arrivés les Romains. Ce peuple, connu pour son pragmatisme, son sens de l'organisation et sa capacité à assimiler ce qu'il y a de meilleur chez ses voisins, a pris l'alphabet étrusque, l'a simplifié, l'a stylisé, et en a fait l'alphabet latin. Notre alphabet, les Romains ont réduit le nombre de signes, ont arrondi certaines formes, ont ajouté quelques lettres au fil du temps. Le J, le U, le W n'existaient pas au début de l'alphabet latin classique, ils sont apparus plus tard, à l'époque médiévale ou moderne, par différenciation d'autres lettres comme l'I ou le V. C'est cet alphabet latin, porté par la puissance de l'Empire romain, qui s'est répandu dans toute l'Europe occidentale. Et aujourd'hui, ces 26 lettres, A, B, C, D, sont les vôtres, les miennes. Elles sont les héritières directes de ces graffitis d'ouvriers sémitiques dans le Sinaï, de l'ingéniosité des Phéniciens, de la clarté des Grecs et du pragmatisme des Romains. C'est un fil invisible qui nous relie à des milliers d'années d'histoire et de cultures différentes. L'invention de l'écriture alphabétique n'était pas juste une technique. C'était une véritable révolution culturelle, sociale et intellectuelle. Premièrement, la démocratisation du savoir. Avec seulement une vingtaine de signes à apprendre, l'écriture est devenue accessible à beaucoup plus de monde. Le monopole des scribes a commencé à s'effriter. Même si l'alphabétisation universelle est un phénomène beaucoup plus récent, les bases étaient posées. Plus de gens pouvaient lire, écrire, tenir des registres, comprendre les lois, exprimer leurs idées. Deuxièmement, la pensée elle-même a évolué. Un système d'écriture aussi précis a permis de coucher sur papier toutes les nuances de la pensée philosophique, les démonstrations mathématiques complexes, les récits historiques détaillés. La connaissance pouvait être accumulée, critiquée, améliorée, sans être déformée par la transmission orale. C'est le fondement de la science, du droit, de la logique occidentale. Troisièmement, c'est un formidable outil de communication et d'échange. Les marchands pouvaient communiquer avec leurs associés à des centaines de kilomètres. Les gouvernements pouvaient émettre des décrets qui seraient lus et compris dans tout leur empire. Les religions pouvaient diffuser leurs textes sacrés. L'alphabet a aussi montré une incroyable capacité d'adaptation. Il a donné naissance à d'innombrables autres systèmes d'écriture à travers le monde. L'alphabet araméen, issu du phénicien, est à l'origine de l'hébreu, de l'arabe, du syriaque, et même de certains alphabets indiens et d'Asie du Sud-Est. L'alphabet grec a engendré l'alphabet cyrillique, utilisé en Russie et dans d'autres pays slaves. C'est une véritable arborescence, un grand arbre généalogique des écritures. Voilà, chers auditeurs, l'incroyable odyssée de nos lettres. Un voyage qui nous emmène des mines de turquoise du Sinaï aux galères phéniciennes, des agoras grecques au forum romain. C'est une histoire d'ingéniosité humaine, de pragmatisme, de rencontres interculturelles, et de cette capacité unique à prendre une idée et à la faire évoluer, à la rendre plus performante, plus universelle. La prochaine fois que vous écrirez une liste de courses, un message à un ami, ou que vous lirez un livre, prenez une seconde pour vous souvenir de ce chemin incroyable. De la tête de bœuf à notre A, de la maison à notre B. Chaque lettre est un fragment d'histoire, un écho lointain de ces hommes et femmes qui, il y a des millénaires, ont jeté les bases de notre monde écrit. C'est une merveille de simplicité qui a eu des conséquences d'une complexité et d'une richesse inouïe. J'espère que cette petite incursion dans les origines de l'alphabet vous aura plu et vous aura donné une nouvelle perspective sur ces signes que nous utilisons tous les jours sans y penser. C'est tout pour cette semaine dans l'Historien du dimanche. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire. Votre soutien est précieux pour nous aider à continuer à explorer ces histoires qui nous connectent à notre passé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure, une autre histoire passionnante, pour éclairer un autre coin de notre incroyable passé. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'esprit curieux. Bruit de fond léger reprend et s'estompe doucement.